Il sait que ça ne doit pas être vendu. Mais vu que moi, j'ai besoin de ça pour que mon enfant puisse apprendre à lire, pas que je cautionne, mais si je n'achète pas, comment mon enfant va faire? Je pense qu'à ce niveau aussi, justement, cette responsabilité, c'est beaucoup plus au niveau des DPE et des DCE jusqu'à les encadreurs des écoles. Parce qu'après, c'est eux qui revendent ces livres à ces commerçants. Souvent, c'est même pas ces commerçants. Parce que le ministère lui-même, le département n'est pas mêlé. Non, c'est les degrés qui diffèrent. C'est les degrés qui diffèrent. Je me dis, le premier rôle d'abord du département, du ministère, c'est d'acheminer ces livres au niveau des DPE, des DCE. Le reste du rôle maintenant, c'est au niveau des DCE, dans la gestion exactement, jusqu'à élargir au niveau des écoles. C'est là, il y a foyer. Je me dis, vous me parlez de moi, vous pensez que le ministre peut-être qui est assis dans son bureau tranquillement, ou les DCE, ou les DPE qui est quelque part, qui ne sait pas que ces livres se retrouvent sur le marché, ils le savent bien. Ils le savent. Alors, soirée, quand ils le savent, il faut quand même ça sanctionne. C'est cette indifférence-là, le plus souvent qu'on ne comprend pas. On a parlé du patrimoine routier. Il y a une sorte d'indifférence, tout le monde voit, mais personne ne réagit. Mais la même chose encore sur le marché de la librairie avec les documents. On voit bien ces cachetés interdits de vendre ces documents, mais soirée l'achète pour son enfant. Vous pensez que les commerçants n'achètent pas pour vendre? Mais pourquoi ils les achètent si c'est estampé interdit de vendre? C'est parce qu'ils doivent vendre. C'est leur travail. Non. Le problème, c'est que ce n'est pas... Écoutez, le problème, ce n'est pas... Non, le problème, ce n'est pas le commerçant qui est en train de vendre. C'est celui qui est en train de livrer à ce commerçant ce produit qui est interdit. C'est ça le problème. L'autre, c'est le suivi. Il y a un problème de suivi chez nous. C'est ça le problème. Sinon, on connaît la quantité de livres. Non, vous voulez me dire que quand un produit, la vente d'un produit est interdite, si on vous le donne, vous allez le voir. La drogue, par exemple, c'est interdit. On vous le donne. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Écoutez, ça, ce sont des livres, on ne donne pas aux écoles privées. Si vous prenez la commune de Ratouma, les écoles privées sont 3 à 5 fois, 6 fois plus nombreuses que les écoles publiques. Oui, c'est la commune de Ratouma, oui. Sinon, on connaît le nombre de livres destinés à la direction communale de l'éducation de tel. Est-ce que vous comprenez? À la fin, est-ce qu'on revient pour savoir qu'est-ce qu'on a fait de ces livres? Chaque année, on arrive à distribuer des livres. Alors pourtant, il y a de ces livres, il y a certains qui sont ordonnés, qui étudient avec les livres, qui les gardent pour leurs enfants. Mais est-ce que chaque année, on doit donner des livres sans pour autant savoir qu'est-ce qu'on a utilisé les livres de l'année passée? Oui, justement, c'est là aussi le fait de donner chaque année. Moi, je crois un document pédagogique, un livre. Pas, par exemple, à contrôler, il n'y a pas ce suivi, forcément, on va retrouver sur le marché. C'est ça le problème. Oui, ce n'est pas les commerçants qui le fait de donner chaque année aussi, c'est un problème. Un livre qu'on donne dans un établissement scolaire, ça peut servir au moins pour 2 ans. Au moins 2 ans. Mais jusqu'à présent, on continue à éditer parce que quand on édite, il y a l'argent qui sort. On continue à donner les livres parce que si on donne les livres, il y a le transport et tout ce qui s'ensuit. Et on continue à vendre parce que si on vend aussi, il y a des recettes. Pourquoi on ne sanctionne pas? Du moment où on trouve le livre, on sait qui l'a. On peut remonter le filon pour aller... C'est là où je me dis que si on veut vraiment faire une enquête sérieuse sur cette affaire, on ira jusqu'à retrouver les fautifs. Parce que vous allez sur le marché, vous trouvez un vendeur, vous trouvez un livre où c'est écrit INRAP. INRAP, c'est l'institution de notre pays qui fabrique ces livres-là. Ce vendeur-là, interpellé, inquiété, peut vous dire exactement où il a pris ce livre. Si c'est une direction qui l'a donné ou une école, vous quittez cette école et puis voilà, le fil il est normal. Mais ça fait combien de temps qu'on continue à avoir ces livres-là sur le marché et ils ne sont pas à vendre tout simplement. Moi, je pense que si aujourd'hui les autorités éducatives veulent mettre fin à ce trafic-là, ça peut s'arrêter tout de suite. Franchement, s'il y a toute une chaîne là où les gens profitent pour se faire de l'argent. Je pense à ces lieux reculés où il y a des enfants
enfants qui n'arrivent pas à se procurer ces livres-là. Oui. Aujourd'hui, pour un citoyen lambda, il va dire que ce n'est pas cher, c'est à coût de 35 000, plus 40, plus haut. Mais il y a ces localités où ces livres-là sont destinés, ça n'arrive pas là-bas. Ça n'arrive pas là-bas. Il n'y a pas de route. Ça aussi, ça peut être un facteur qui... Mais lorsqu'on pour la route, non, mais ça peut favoriser. C'est pas une bonne raison. David, si tu as les livres, David, il y a... Quand les livres arrivent à Beila, par exemple, ça doit aller à Senko, ça doit aller à Djassodou, ça doit aller dans les sous-préfectures. Il n'y a pas de route, on fait quoi? Non, mais je te dis... C'est la vérité, là, ne sont pas coupés de la Guinée. Ils sont pas coupés. Même si on doit y aller à pied, on doit pouvoir amener ces documents-là aux élèves. Même si on y va à vélo. Parce que ça leur est destiné. Mais que ça reste dans les préfectures ou bien à la capitale et être revendu, là c'est un problème. Maintenant, ma question c'est de savoir comment les élèves des établissements privés obtiennent ces livres. Parce que les livres sont destinés aux établissements publics. Mais c'est le même programme d'enseignement. Maintenant, il achète. Par commande, tout simplement. Par commande, mais non. Le fondateur demande à l'INRAP et puis voilà. Il y a des écoles où on te dit, voilà la liste des fournitures de votre enfant. Allez chercher les livres. Nous n'en avons pas. Oui. Donc les gens sont obligés d'aller sur le marché. Donc, oui. Et nous, on retrouve ces livres qui ne sont pas à vendre sur les marchés. Alors, salut, qu'on regarde et qu'on se taise là-dessus. C'est ça, ça inquiète. Oui, c'est une triste réalité. Les DPE voient, les IRE voient, le ministre lui-même, les parents d'élèves, les enseignants eux-mêmes, on voit, et tout le monde se tait là-dessus. Les parents d'élèves n'ont pas de choix. Le problème, c'est que tout le monde sait que les livres sont vendus sur le marché. Tout le monde voit et personne n'en parle. Et quand vous prenez ces livres-là sont fabriqués en Guinée. Ce ne sont pas des livres importés. Non, pas du tout. Et chaque année, le gouvernement dote les différentes DCE, les différentes DPE, pour que comment on appelle, distribue ces livres au niveau des écoles. Gratuitement. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand ces livres-là arrivent au niveau des DPE, DCE, on prend une quantité. On va dans certaines écoles, certains grands établissements, on distribue une quantité. Le reste là, ça reste au magasin, avec le chargé de la logistique. Il y a un DCE qui a sauté à Conakry pour bien sûr, un cas similaire. Hein? Oui. Donc on distribue juste une petite quantité pour qu'on dise les livres ont été distribués. Maintenant le reste des fois à coup de battage médiatique pour montrer qu'on a de la presse devant les caméras, voilà, on dit qu'on a donné distribution, on dit qu'on a distribué. Alors que la plus grande quantité reste au magasin. Alors là, ce qui reste au magasin, là, c'est ce qui se retrouve sur le marché. Comment? Par la complicité, certainement, du chargé de la logistique avec certaines commerçants. Pendant ce temps, les élèves, surtout qui sont dans le monde rural, ils n'ont pas de documents, ils n'ont même pas où aller acheter, parce que souvent ça n'arrive pas dans les marchés hebdomadaires, c'est dans les centres urbains qu'on a créé les grandes villes. À l'intérieur, même pour avoir ça dans le marché, on ne peut pas l'avoir. Donc c'est un peu ça le problème. Tout le monde sait que les livres là sont vendus. Est-ce que les APAE peuvent jouer un rôle dans ça? Je suis président de l'association des parents d'élèves, je viens dans un marché de Matoto, je trouve le livre en train d'être vendu, je sais que l'école de mon enfant ça devrait vraiment être. Je prends le livre et puis je me rends à la DCE et puis je me rends à l'IRE Idrissa Cissé. Est-ce que les APAE peuvent mener le combat? Non, je pense que c'est juste protocolaire. Peut-être que vous accusez un peu les responsables de ces APAE. Juste que j'ai dit sur ce plateau, vous pensez que les personnes qui délivrent ces livres, par exemple, à commencer du ministre jusqu'à ces IRE, ils ne sont pas au courant? S'ils veulent vraiment à ce que ça s'arrête, ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que ça s'arrête. Ils le savent. Donc, on n'a pas besoin d'impliquer. Non. Là, ça veut dire que le virus est dans le fruit, donc c'est difficile à combattre. C'est pas difficile. Est-ce que vous êtes volonté à ce qu'on interdise la vente de ces livres? C'est ce que tout le monde veut. Si moi je suis prêt, oui.
Pourquoi? Déjà, je suis pas favorable, moi. Pourquoi? Vos enfants étudient dans les écoles publiques ou bien privées? Privé? Comment vous allez vous en procurer? Oui, mais c'est aux écoles privées là de payer. Oui. C'est aux écoles privées de payer parce que les parents payent. Écoute, ce n'est pas les écoles qui doivent payer les livres que les enfants doivent utiliser. Ça, ce sont des livres privés. D'accord. Quand tu payes pour ton enfant aujourd'hui, s'il quitte la 3e année, son jeune frère arrive en 3e année, il peut utiliser. Les écoles doivent avoir des bibliothèques. Ça ne passe pas. Non. Quand c'est les écoles privées, c'est trop facile. C'est trop facile, oui. Des livres pour des élèves. Mariam. Non. C'est trop facile, Alimou. C'est trop facile. Non. C'est-à-dire que vous voulez pérenniser le trafic là, Mariam. Oui. C'est pour les élèves. Je t'explique. Je vais t'aider. Nous, on est passé par là également. On a été dans le privé. Oui, par le privé. Okay. Mais à mon temps, c'était vraiment le livre, c'était pour l'école. Et quand je passe dans une classe, on m'envoie mes livres. Et je n'ai pas le droit de salir ce livre. Je n'ai pas le droit de le maltraiter. Sinon, c'est mon papa qui le paye. Parce que le livre que je suis en train d'utiliser cette année va se retrouver avec un autre élève. Si vous le salissez, si votre papa va payer, il va payer où? Puisque il va le payer au niveau de la direction. C'est bon, à la direction. Parce que le livre, il appartient, c'est une forme de sanction pour dire à l'élève, tu ne dois pas gâter ce livre. C'est une pression. C'est une forme de pression. Où les parents prennent l'argent pour payer la scolarité. S'il vous plaît. Oui, Mariam. Mais c'est en fait soirée, s'il te plaît, si on peut finir. Oui. Non. Je parle de la scolarité. Moi, je ne savais pas. Tu sais où les parents prennent l'argent pour payer? C'est de la même procédure. L'école doit se tracasser. L'école doit se tracasser pour trouver les manuels pour les élèves. Les écoles privées, si. On va laisser Mariam finir. Les parents fabriquent l'argent. Vous pensez que les parents fabriquent on va laisser Mariam finir. Idrissa, oui, Mariam. Il faut cadrer ton élément. Oui. Je dis, moi je ne savais pas à l'époque quelle relation l'école avait avec l'INRAP. Oui. C'était pas mon problème. Moi, la scolarité que mon papa payait à l'école, j'étais censé avoir les fournitures didactiques à l'école. On me dit, cette année, tu l'utilises. Et c'était tous les livres que j'avais à disposition. Normalement, ça, c'est à régler entre l'administration de l'éducation et l'école privée. S'ils pensent qu'ils vont les livrer gratuitement, libre à eux. S'ils doivent payer quelque chose, c'est eux qui savent. Mais moi, je sais que le problème reste entier. Comment cela? Ça reste entier parce que si l'école dans laquelle vous avez étudié doit se procurer de ces documents et les documents sont destinés à des établissements publics, il va se dire que votre établissement doit payer quelque chose. Non, et nous sommes en train de parler de la vente. C'est pour ne pas retrouver ces livres-là sur le marché en vente. Ça devrait plus être entre les établissements, même si elles sont privées, et l'institut de fabrication. D'accord. On espère que cet autre sujet, nous reviendrons là-dessus dans un autre numéro de Grand Angle, ces documents qui inondent les marchés de la librairie, alors que c'est écrit noir sur blanc là-dessus, interdit de vendre ce document. Dans un instant, nous aurons notre invité sur ce plateau, mais avant, place à nos obligations commerciales avec notamment nos partenaires. Vous êtes une entreprise ou un particulier? Vous voulez investir dans les activités liées à la restauration? C'est simple. Fugu Tanks dispose des équipements professionnels de dernière génération adaptés à tout type d'activité économique. Pour la mise en place de votre boulangerie, votre pâtisserie ou encore votre restaurant, Fugu Tanks vous assure une livraison sur site avec installation technique offerte partout en Guinée. Tous les produits Fugu Tanks sont garantis usine 1 an. Avec un service après-vente disponible à Conakry 24 heures sur 24. Pour tout autre renseignement, appelez-nous au 624 01 01 18 ou le 624 42 27 25. Fugu Tanks, votre satisfaction, notre priorité. Imaginez le soulagement de faire vos achats sans les tracas des embouteillages et des prix excessifs. Envisagez d'obtenir des produits de qualité avec toutes les garanties nécessaires, grâce à une plateforme créée par des jeunes visionnaires, engagés à stimuler l'emploi et le développement national en République de Guinée. Découvrez Fugu Tanks et sa marketplace, tout en un, sur www.fugutanks.com. Conçue pour votre bonheur, notre plateforme vous offre une expérience de recherche personnalisée pour répondre à vos besoins avec des produits de qualité,
un excellent rapport qualité-prix avec une livraison à domicile, et l'achat possible via carte bancaire, des équipements garantis jusqu'à 1 an après l'achat. Inscrivez-vous sur www.fugutanks.com et simplifiez vos achats d'électronique, d'électroménager, de meubles et bien plus encore. Le grand angle, face à l'invité. Un débat à bâton rompu sur une problématique nationale et internationale. Voilà, merci donc de suivre Grand Angle. Place à présent à notre invité. Je vous le disais à l'instant, nous recevons pour ce premier numéro de Grand Angle la directrice générale de la radio-télévision guinéenne, Madame Makeme Bamba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. C'est avec plaisir que je suis sur ce plateau. Voilà, Madame, avec vous, nous allons parler des défis, mais surtout des réformes que vous avez engagées dans cette maison depuis que vous êtes en fonction. Il y a environ 6 mois que vous êtes à la tête de la maison radio-télévision guinéenne. Est-ce qu'on peut savoir les réformes que vous avez engagées depuis que vous avez pris fonction? S'il y en a eu, bien sûr. S'il y en a eu, bien sûr. Mais bien sûr qu'il y en a eu. Okay. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire une entrée avec de nouvelles émissions. Et cette émission, elle fait partie des nouvelles émissions que nous avons mises sur place. Donc c'est vous qui l'avez initié? Bien sûr. D'accord. Pas moi seul. D'accord. C'est toute une direction. On a pensé que vous l'avez trouvé déjà en place, c'était dans les tiroirs. Non, ce n'était pas du tout dans les tiroirs. Okay. Alors, c'est vrai qu'il y a à peu près 6 mois que nous sommes à la tête de la RTG. Et les réformes que nous avons voulu apporter, parce que la RTG, c'est vrai que nous avons beaucoup de problèmes, à tous les niveaux d'ailleurs. Mais nous nous sommes dit, pourquoi ne pas faire face d'abord au programme? Parce que nous allons beau travailler sur les finances, nous allons beau travailler sur tout ce qu'il y a comme souci à la RTG, si on ne montre pas du beau et du bien à nos téléspectateurs et qu'on ne parle pas convenablement à nos auditeurs, il y a problème. Nous sommes une maison, nous sommes une chaîne de radio-télévision et ce que le téléspectateur ou l'auditeur attend, c'est ce qu'il voit sur son petit écran ou bien ce qu'il regarde, ce qu'il entend à la radio. Donc nous allons beau avoir des difficultés, l'auditeur ou le téléspectateur ne le connaît pas et il s'en fout. Et il a raison. Il a raison. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas commencer par le programme, le contenu des programmes, la grille des programmes. Et c'est à cela que nous sommes attelés dès le début. Vous avez pensé que c'est ça la priorité, les ressources humaines, par exemple, la formation? Écoutez, c'est vrai que les ressources humaines, c'est un autre problème. Oui. Mais nous avons déjà... C'est pas une priorité. Non, c'est une priorité aussi, mais ce sont ces ressources humaines-là qui produisent ce que les gens regardent à l'antenne. Oui. Donc, quand on parle d'un programme, il y a aussi l'animateur dedans. Oui. Parce qu'un programme, il ne vient pas s'afficher tout seul. Non. Il marche avec un animateur. Et cet animateur a besoin d'être mis à niveau. Oui. Donc, avec les programmes, on est parti avec le contenu, on a vu la grille, on a vu des émissions pour lesquelles il fallait apporter quelques modifications, quelques façons de faire. Il y a eu des émissions qui ont été fusionnées, il y a eu certaines émissions qui ont été carrément enlevées de l'antenne pour le moment. Et il y a à côté de cela des animateurs. Donc je viens à votre réponse. Oui. Nous avons eu aussi un programme avec des animateurs, des conseils à donner aux animateurs et on a demandé aux responsables des programmes qui souvent programment les animateurs de faire certaines formations in situ. Et c'est ce qui est en train d'être fait par
endroits. En tout cas, pour ce qui est des programmes à la télé et à la radio, on réunit souvent des animateurs lors de leurs réunions pour donner certains conseils de l'attitude d'un animateur. Mais il y a d'autres formations qui sont envisagées, qui vont venir dans les jours à venir. Alors, madame, vous parlez des programmes, ça a été votre première cible et tout. Mais après, on a l'impression qu'à la RTG, vous avez des titans, des Spartacus, c'est-à-dire ces animateurs d'émissions qui fonctionnent malgré qu'il n'y a pas de budget de fonctionnement, de production, pardon, et vous exigez à ceux qu'ils fassent un résultat. Est-ce que vous ne pensez pas que vous prêchez dans le désert? Vous savez, quand on prend fonction, et on trouve des problèmes. C'est pas parce qu'on a trouvé des problèmes qu'on va croiser les doigts. Oui. En se lançant pour faire ces émissions, on peut savoir quels sont les besoins de ces émissions et pour pouvoir mettre un budget en place. C'est vrai, le problème de budget, depuis que nous avons pris fonction, c'est le gros problème de la RTG. Et c'est d'ailleurs à cause de ce problème de budget que des émissions naissent aujourd'hui et disparaissent demain. Il y a eu plein d'émissions qui sont nées à la RTG mais qui n'ont pas continué parce que tout simplement, on n'a pas de budget de fonctionnement. On espère que ça ne sera pas le cas de Grand Angle. On va pas nous sommes dans Grand Angle. C'est vrai que Grand Angle mobilise beaucoup de travailleurs. C'est une émission en direct qui nécessite la présence d'au moins 10 personnes sur ce plateau. Mais comme je le dis toujours, c'est les travailleurs de l'ombre. Le téléspectateur ne sait pas. Ce que le téléspectateur veut, ce sont les analyses que vous êtes en train de faire sur ce plateau. Donc, c'est vrai qu'il y a des problèmes. L'éternel problème de budget de production revient tous les jours. Et c'est vrai que c'est un goulot d'étranglement pour moi. Parce que, pour le moment, c'est la seule maison que j'ai vue où le budget de production n'est pas programmé dans le budget national. D'accord. Mais pour 2025... Il n'existe pas ou bien il est orienté ailleurs? Il n'existe pas. Il n'y a pas une ligne. Il n'y a pas du tout de ligne budget de production dans le BND. On est courageux ici. C'est curieux ce qu'on apprend. Écoutez, mais c'est surtout ça la réalité. Il n'y a pas de ligne budget de production. Oui, mais après, comme on peut mettre en place un média d'État sans penser, c'est quand même extraordinaire. À le faire fonctionner. Si toutefois le média. Alors, moi, madame, le problème... Maintenant, ce qu'il y a, c'est que j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui va nous faire sourire peut-être. J'espère que les autorités qui nous suivent iront jusqu'au bout. Parce que le problème de budget de production, on en parle depuis au temps du ministre Fana. Il s'est battu dans ce sens. Il n'a pas obtenu. Nous aussi, nous sommes venus, on s'est battu dans ce sens. On est en train de se battre dans ce sens. Pour le moment, on a tenu compte. Ça a été défendu au niveau du budget. Donc, pour 2025, on a la certitude pour le moment qu'on croise donc les bras pour que quelque part, quelqu'un ne vienne pas enlever. Donc, si quelque part, quelqu'un ne vient pas enlever, pour 2025, la RTG aura un budget de production. Parce que nous voulons que la RTG soit proche de la population. Que la RTG soit proche de ses auditeurs et de ses téléspectateurs à travers les émissions que nous avons créées. On a créé beaucoup d'émissions qui seront proches de la population. Ce que nous sommes en train de faire, non seulement la population trouve son compte, mais les décideurs aussi trouvent leur compte. Parce que je vous ai suivi sur le débat sur nos routes, sur nos livres. J'espère que les autorités qui écouteront cette émission essaieront de voir comment faire pour sortir des problèmes et de résoudre ces problèmes à jamais. Parce que nous sommes dans la refondation et il faut que cette refondation amène les gens à travailler comme cela se doit pour qu'on arrête de dire ça c'est la Guinée ou bien c'est la Guinée qui est comme ça. Que nous aussi nous soyons un État qui vraiment